Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce cycle de webinaires organisé par l'Université Paris-Saclay avec la participation de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et autour de ce thème important que nous avons intitulé Covid-19, quel développement soutenable pour demain. Ces débats, évidemment, s'inscrivent dans la réflexion sur l'impact de la pandémie et les leçons à tirer pour notre planète. Nous sommes heureux à The Conversation d'animer ce premier webinaire qui s'intéresse à la biodiversité et au climat. Vous aurez l'occasion, vous aussi, de poser des questions à nos experts, que je remercie d'être là et que j'invite à se présenter tout de suite. Juste une petite précision, des excuses pour le retard, nous avions quelques problèmes techniques. C'est à Valérie, normalement, de se présenter. Bonjour. Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis chercheuse à Paris-Saclay au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Mes travaux ont porté sur, en particulier, la compréhension des changements climatiques passés. Et puis, j'ai deux autres fonctions actuellement. Je suis coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, avec lequel on fait le point sur l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique. Donc, on a rendu 3 rapports l'année dernière et l'année d'avant sur différents aspects du changement climatique et des options d'action. Et je suis en plein dans la situation actuelle compliquée, dans la préparation de notre prochain rapport sur, disons, les bases physiques du changement climatique. Et puis, j'ai aussi contribué à un rapport du Haut Conseil pour le climat qui fait le point sur l'action de la France vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, tout particulièrement dans le contexte de la situation de pandémie. Et ce rapport s'appelle « Climat, santé, mieux prévenir et mieux guérir ». Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, Anne-Charlotte Vessière. Donc moi, je suis chargée de recherche CNRS et je conduis mes recherches interdisciplinaires et en économie écologique au laboratoire écologie, systématique et évolution de l'Université Paris-Saclay. Donc mes questions de recherche principales, elles concernent les politiques publiques et les outils économiques qui vont avoir une influence, qui vont directement porter sur la conservation de la biodiversité. Et j'ai eu l'occasion ces dernières années de travailler notamment sur la compensation écologique, les paiements pour services environnementaux, les espèces exotiques envahissantes ou encore les translocations d'espèces végétales. Bien, bonjour à tous. Je suis Laurent Fombosti, professeur de droit public dans la même université qu'Anne-Charlotte, plutôt spécialisé dans les questions de droit de l'environnement. Et ma réflexion, celle que je mène depuis une dizaine d'années, tourne autour de la façon dont les systèmes juridiques peuvent incorporer ou intégrer ces nouvelles contraintes ou opportunités que représentent les enjeux climatiques et beaucoup plus globalement ou différemment environnementaux, écologiques. Je vous remercie. Bonjour, mon nom est Mathéo Cordier, je suis maître de conférence en économie à l'Université de Versailles Paris-Saclay et je travaille depuis plus de 10 ans sur le développement de modèles macroéconomiques qui essayent de quantifier les interactions entre les écosystèmes et les systèmes économiques. Et j'ai notamment travaillé là-dessus sur des modèles économico-écologiques traitant des habitats marins, des plastiques dans les océans et la gestion des plastiques. Et voilà, donc c'est des outils macroéconomiques qui peuvent s'adapter à tout type de thématiques environnementales, dont celle des maladies infectieuses. Bien, écoutez, merci donc à tout le monde de s'être présenté. Afin de lancer ces débats qui vont être fructueux, j'en suis sûr, je vais passer la parole à Jeanne Lecomte, vice-présidente développement soutenable à Paris-Saclay, qui va nous faire un propos introductif et qui va nous permettre de mieux cadrer ces débats que nous allons avoir tout de suite. Merci de me passer la parole pour une brève introduction. Alors, je me présente, je suis professeure d'écologie à l'Université Paris-Saclay et ma prise de fonction en tant que vice-présidente développement soutenable de cette même université date de mars de cette année. Donc, ma prise de fonction a donc coïncidé avec le début de la crise liée à l'épidémie du Covid-19 dans notre pays. Alors, je ne sais pas si c'est un signe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette crise révèle, s'il en était encore besoin, la responsabilité d'une université de recherche publique comme la nôtre dans le développement et la transmission des connaissances qui nous donneront les clés pour affronter ce type de défis complexes. Et le développement soutenable est un défi éminemment complexe et interdisciplinaire, j'y reviendrai.
Alors, ce qui est notable aussi, c'est que cette pandémie, cette épidémie qui ébranle le monde entier, a révélé l'extrême vulnérabilité de nos sociétés et, pour faire simple, de leur organisation, voire de leur fondement même. Elle interroge aussi sur nos relations avec les autres êtres vivants et la place que nous leur laissons, au sens propre et au sens figuré. Cette crise invite donc à des changements, à condition bien sûr que nous soyons capables d'en tirer des enseignements. Et c'est dans cet esprit qu'après une série d'entretiens avec de nombreux experts de l'Université Paris-Saclay, des climatologues, juristes, économistes comme aujourd'hui, mais aussi physiciens, biologistes, médecins, pharmaciens, écologues, agronomes, sociologues, nous avons décidé d'organiser cette série de webinaires sur le thème Covid-19, quel développement soutenable pour demain, en collaboration avec le média en ligne de Conversation et de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, ces webinaires croiseront les analyses d'experts de différentes disciplines autour de cette question. Nous pensons que cette crise peut en effet servir d'enseignement pour anticiper les autres crises à venir et devrait pouvoir faciliter les transitions nécessaires. Nous verrons dans ces webinaires quelles sont les conditions pour un redémarrage différent de nos sociétés qui intégrerait ces enjeux. Alors, les enjeux environnementaux relatifs à l'érosion de la biodiversité et au changement climatique sont deux grands enjeux pour lesquels les experts du GIEC, dont Valérie a parlé, et de l'IPBES vont au-delà du constat d'une crise qui est déjà présente pour proposer des scénarios plus favorables à nos sociétés et des actions pour atteindre ces scénarios. Biodiversité et climat, il y a en effet urgence, comme nous l'intitulons. Car penser d'un développement soutenable dans un sens de durabilité forte, c'est assurer les conditions du maintien d'environnements viables et adaptatifs qui seuls peuvent nous permettre les conditions de viabilité et de bien-être des humains que nous sommes, sans oublier, j'y tiens, les conditions d'une survie aussi pour les autres habitants de notre planète, cette fameuse diversité du vivant. Alors c'est un challenge qui nécessite le croisement des savoirs et des idées. Donc, avant de laisser la parole à Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction de The Conversation, je tenais à remercier chaleureusement ces 4 scientifiques des laboratoires de l'Université Paris-Saclay d'avoir bien voulu participer à ce premier webinaire d'une série de 5. Et merci aussi au public nombreux d'être là pour leur poser des questions. Bien, merci Jeanne. Moi, je vais simplement jouer les rôles de modérateur et d'animateur de discussion. Comme je le disais tout à l'heure, nous sélectionnons certaines de vos questions que nous poserons au fur et à mesure. Et du coup, j'ai envie de poser ma première question à Valérie. Jeanne parlait de l'impératif de changement, de nouvelles attitudes par rapport à l'environnement et au climat. J'avais envie de vous poser une question toute simple. Quels sont déjà les constats qu'on a fait par rapport à cette crise qui a quand même surpris peut-être les scientifiques, mais en tout cas le public, ça c'est sûr. Y a-t-il des premiers constats par rapport à le pays dans lequel on vit, la planète qui est la nôtre, et l'émergence de cette crise? Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les dimensions. Je vais me focaliser sur le lien avec le changement climatique, bien sûr. Je rappelle que ce qui est à l'origine du changement climatique lié aux activités humaines, ce sont nos émissions passées et présentes de gaz à effet de serre, avec deux principaux types de facteurs qui agissent sur le climat. Des facteurs cumulatifs, et tout particulièrement les émissions de dioxyde de carbone. Donc c'est le gaz à effet de serre qui a l'effet le plus important parmi ceux que nous ajoutons. Et puis d'autres facteurs qui ont un effet plus temporaire. Par exemple, si on rejette des particules de pollution, assez vite elles retombent. Elles ont plutôt un effet refroidissant dans leur ensemble, plutôt concentrées là où elles sont émises, et donc des caractéristiques assez différentes. Alors, je n'ai pas d'éléments sur l'effet des composés à courte durée de vie pendant le confinement, mais c'est très clair que beaucoup d'entre eux ont été fortement réduits lorsqu'on a réduit l'activité industrielle dans les pays, par exemple, où l'énergie est produite à base de charbon, et on a réduit les transports terrestres. Donc ça, c'est mesuré très nettement par une amélioration spectaculaire de la qualité de l'air. On l'a vu autour des grandes villes en Europe, on l'a vu de manière spectaculaire en Asie, mais c'est temporaire, c'est-à-dire du moment où les émissions reprennent, on a de nouveau une dégradation de la qualité de l'air et ça n'a pas touché tous les aspects. Par exemple, les émissions de certaines particules en France étaient liées pendant ces derniers mois aux activités agricoles et elles se sont poursuivies. Donc ça, c'est l'effet temporaire. Ensuite, donc sur le dioxyde de carbone, dans le monde, on estime en fait que les émissions de dioxyde de carbone qui n'ont fait qu'augmenter dans les dernières décennies
ont subi et vont subir une baisse temporaire qui pourrait être de l'ordre de 4 à 7% dans le monde au cours de l'année 2020. Donc c'est quelque chose qui est une rupture par rapport à l'augmentation constante liée à la déforestation, la destruction des tourbières, mais surtout la combustion de pétrole, de charbon et de gaz. Alors, ça va dépendre en fait des conséquences indirectes de la crise sanitaire, puisqu'il y a un effet direct par les réponses de confinement, et après il y aura des effets en cascade sociaux, économiques, difficiles à anticiper. Mais en termes de composition de l'atmosphère, l'effet sera négligeable. C'est comme si en fait on imagine qu'on déverse chaque année un seau dans une baignoire et qu'on change l'équivalent d'une cuillère à soupe dans ce seau. Le niveau de la baignoire va continuer à monter. Et enfin, la dernière chose, c'est que beaucoup de personnes ont eu le sentiment qu'on arrêtait tout et que ça aurait un effet majeur sur l'environnement. Donc en fait, on a ralenti beaucoup d'activités, mais on a continué à produire de l'électricité dans le monde. On a eu des usines qui ont continué à tourner, les activités agricoles se sont poursuivies. Donc il y a eu en fait surtout un ralentissement temporaire qui n'a rien à voir avec les transformations nécessaires pour parvenir à stabiliser l'évolution du climat. Rien à voir parce que ça a été des sobriétés imposées, temporaires, de déplacement, de consommation, parce qu'en fait c'est marginal par rapport aux transformations structurelles nécessaires pour assurer un développement permettant à tout le monde de vivre dignement, protéger la biodiversité et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et quand je dis structurel, ça veut dire sur les infrastructures en fait, et pas simplement sur les comportements. Voilà. Si je me permets du coup de rebondir, et peut-être avec Anne-Charlotte, et j'aimerais aussi que Laurent et Mathieu donnent leur avis, mais ce que j'ai noté dans votre intervention, Valérie, c'est temporaire. C'est-à-dire que et la difficulté, c'est justement comment on fait de ce temporaire quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Anne-Charlotte, en termes de politique économique, et après peut-être Laurent et Mathieu sur justement le côté juridique et le côté concret, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce temporaire s'inscrive dans la durée et aboutisse à un changement véritable ? Oui, alors effectivement, ma première réaction pour essayer de réfléchir un peu à comment notre discipline pourrait analyser ces changements de pratiques et ces changements de comportement liés à cette condition de crise, il a été tout d'abord que est-ce que vraiment on allait avoir quelque chose de nouveau qui allait se mettre en place? Est-ce qu'on allait vraiment devoir changer du tout au tout, trouver des nouvelles alternatives et vraiment provoquer des changements? Ou alors prendre un petit peu de recul et se rendre compte que depuis de nombreuses années, des changements essayent d'émerger. Des choses sont déjà inventées par de nombreux chercheurs, par de nombreuses associations, par des alternatives citoyennes. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais qui sont absolument étouffées par un manque peut-être de volonté politique ou de reconnaissance d'acteurs économiques qui seraient beaucoup trop tournés vers un objectif unique, par exemple de profit économique. Et en fait, je pense que cette crise va pouvoir peut-être nous faire prendre conscience qu'effectivement, comme disait Valérie, par cette sobriété imposée et temporaire, on se rend compte que ces choses-là peuvent exister en fait. Et peut-être que cette crise va pouvoir permettre de rendre ces actions un petit peu plus visibles et leur permettre d'exister. Donc en fait, moi j'ai un peu de réticence à vouloir parler de monde d'après-Covid, de toutes ces alternatives-là, puisqu'en fait, en réalité, c'est un changement déjà démarré qui devrait simplement pouvoir exister et vraiment cela repose sur une plus grande volonté politique et de la société civile pour reconnaître ces options-là. Du coup, Laurent, justement, sur la volonté politique et l'aspect légal de tout ça, parce que ça implique évidemment beaucoup de prise de position et beaucoup d'aménagement, j'allais dire, des politiques publiques. Oui, je crois que peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Valérie et Anne-Charlotte, pour moi, en tant que juriste, en fait, j'ai toujours la phrase de Crozier à l'esprit, on ne change pas la société, et certainement pas la société des choses par décret. Donc, il faut imaginer quand même le droit comme un outillage, à certains égards, au service d'une volonté, et au service parfois d'une psychologie, d'une sociologie. Et pourquoi ne pas dire aussi d'une anthropologie. Donc il ne faut surtout pas imaginer ici que le droit pourrait, ex nihilo ou à partir de l'extérieur de la société elle-même, produire quelque chose. Il en est l'émanation à certains égards. Et donc il faut voir le droit ici comme un symptôme, à mon avis. Et ce qui peut être intéressant, je pense, c'est d'imaginer qu'on ne pourra rien faire de toute façon juridiquement si on ne passe pas par une analyse systémique, une approche systémique
du droit lui-même, hein. C'est-à-dire que le droit international est sans doute une des clés absolument majeures, mais là Valérie est bien placée pour le savoir parce qu'elle officie dans une instance qui est à cette échelle-là. Et en réalité, c'est surtout peut-être à mon avis sur le terrain des coopérations régionales, si l'on veut s'entendre sur un certain nombre de choses, que les plus grandes avancées pourraient être envisagées. J'ajoute néanmoins en 2 mots le fait qu'on ne peut pas envisager une production du droit aujourd'hui comme celle qui a présidé à notre destinée pendant 2 siècles ou 2 siècles et demi. Autrement dit, il faut envisager une forme de représentation. Jeanne connaît bien ces questions-là, représentation du vivant, et même tout ça, aussi du non-vivant d'ailleurs, hein, dans les instances, avec une nouvelle compréhension de la séparation des pouvoirs. Il faut éviter tout type de conflit d'intérêts, évidemment, pour que toutes les activités susceptibles de nuire à l'environnement et au climat tel qu'il est, ou malheureusement tel qu'il devient, puissent se poursuivre de la même manière. Donc on évoquait des questions structurelles, oui, elles sont systémiques et structurelles. On pourrait y revenir tout à l'heure, le droit est un outillage, et on ne change pas le droit d'ailleurs tout seul. On le change si tout le système l'accompagne, le précède et le suit. Mathéo, vous avez justement beaucoup travaillé sur le terrain et sur les conséquences des atteintes à la biodiversité, mais aussi sur les pistes à suivre. Comment vous envisagez cela? Est-ce que vous pensez que du coup, le traumatisme ou le trauma, je ne sais pas comment on peut dire, de la crise va être suffisant pour qu'on passe à une étape supérieure? Ça, je suis incapable d'y répondre. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faudra que les mesures se prennent à l'échelle locale et nationale et supranationale. Ce qui a frappé avec cette crise, c'est que je pense que les citoyens ont été touchés directement par un phénomène de rétro-impact environnemental. On atteint l'écosystème nous renvoie un feedback, et c'est très important que les citoyens prennent conscience, soient informés sur quelles sont les causes, et pas partir dans les délires qu'on peut entendre dans certains médias, vraiment qu'ils soient conscients des causes écologiques qui sont à l'origine. Les biologistes le disent depuis 20 ans, déforestation, pour l'urbanisation, pour l'agriculture intensive, l'exploration minière. Et si le citoyen est informé que chaque fois qu'il achète un téléphone portable, chaque fois qu'il achète un produit en plastique, chaque fois qu'il achète un vêtement de mauvaise qualité qu'il jettera très rapidement, il génère les conditions de la prochaine crise sanitaire. Alors, je pense que la première étape, elle est franchie. Les citoyens sont conscients qu'il y a quelque chose qui s'est passé de surprenant. C'est un phénomène historique. Est-ce qu'ils ont tous compris ce lien écologique? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de défiance par rapport au pouvoir. Et parfois, il est plus agréable de se dire les politiques ont mal géré que de vraiment se poser et se mettre à réfléchir aux causes. Alors, quand je pense aux solutions locales, c'est très important parce qu'on ne peut pas toujours se mettre dans la position du quémandeur. On ne peut pas toujours attendre des politiques qu'ils fassent ce qu'il faut. Il faut aussi faire soi-même ce qu'il faut. Et donc, il faut prendre conscience de son pouvoir de consommateur. Tant que des décisions satisfaisantes ne sont pas prises au plus haut niveau, que ce soit au niveau national, français, européen, au niveau de l'ONU, il faut, en tant que citoyen et en tant que consommateur, on puisse aussi agir à son échelle. C'est-à-dire être un peu plus flexitarien, manger un peu plus souvent végétarien. Ça veut dire moins d'agriculture intensive sur les forêts tropicales, moins de baisse de la biodiversité. Et là, je ne veux pas culpabiliser le citoyen. Il y a des tas de très grandes entreprises, de très grandes multinationales et d'instances politiques que l'on pourrait aussi rendre responsables, évidemment. Mais chacun, à son niveau, doit absolument agir. Ça veut aussi dire, au niveau de l'État, pourquoi pas créer des incitations fiscales pour développer tout ce qui est service de réparation et réutilisation d'objets cassés. C'est très, très important. Réduire la consommation matérielle, ça va naturellement ralentir peut-être un peu la croissance économique matérielle, favoriser une croissance de services, mais qui n'est pas basée sur du neuf, qui est basée sur un réusage, une réutilisation. Et ça peut être des solutions toutes simples. Le consignage des bouteilles, ça existait dans les années 80 quand j'étais petit, ça a disparu. Et là, on y reviendra peut-être plus tard, mais l'influence des lobbies industriels est prégnante et est prouvée par des chiffres de la Banque mondiale. On va revenir sur ces questions justement globales, locales. Il y a beaucoup de questions sur le GIEC justement, et comme nous avons énormément de questions de la part du public, je vais commencer par quelque chose qui sera d'utilité publique, si je puis dire, et je vais passer la parole à Jeanne, parce qu'il y a quelqu'un qui demande tout simplement, c'est Kevin qui dit bonjour, pourriez-vous expliquer les termes développement durable et développement soutenable? Et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, alors que c'est le titre de la série de webinaires. Donc Jeanne, je vous passe la parole. Et après, on passera sur le GIEC et les autres questions.
Bonjour. Alors, je parle de développement soutenable et vous avez sans doute plus entendu parler de développement durable. Développement durable avec ces trois cercles, le cercle qui symbolise l'environnement, le cercle qui symbolise toutes les approches sociales et le cercle qui représente, je dirais, l'économie. Penser développement soutenable, c'est un peu ce que j'ai voulu dire à la fin de mon intervention, c'est déjà s'assurer que les conditions du maintien des environnements, c'est-à-dire les environnements viables, c'est-à-dire on parle de biodiversité là, on parle de climat, on parle aussi de ressources sur lesquelles reposent nos sociétés, eh bien ces environnements-là puissent être déjà existants, puissent être capables aussi de répondre aux perturbations de l'environnement, c'est-à-dire être adaptatifs. Et une fois qu'on a assuré ça, il est clair qu'on a les conditions pour la survie et aussi assurer le bien-être des populations. Donc, c'est plutôt envisager non pas trois cercles qui se concourent et se chevauchent, mais plutôt un cercle, un socle environnemental sur lequel repose le développement de nos sociétés. Et il faut concevoir l'économie qui peut permettre justement d'assurer le maintien de cet environnement qui va permettre à nos sociétés de pouvoir survivre, parce qu'on a bien vu qu'on est là parfois dans des questions de sécurité alimentaire, et puis aussi d'assurer leur bien-être. Voilà, donc le développement soutenable, c'est associé à ce que j'appelle la durabilité forte, c'est déjà envisager ces conditions, partir du principe que la planète, elle est finie. Hein. C'est déjà quand on a ça en tête, on voit les choses autrement. Merci. Donc, nous revenons donc directement sur, justement, on parlera d'économie tout à l'heure, mais on parlait du niveau local, du niveau national, du niveau supranational. Il y a une question sur le GIEC, donc je vais vous la poser, Valérie, avant d'intervenir sur les modes économiques. Une question qui est assez, de Xavier, qui est assez longue, mais qui est intéressante. Il dit: bonjour, le GIEC et les scientifiques attirent l'attention du monde sur les risques majeurs auxquels nous sommes confrontés, en conservant les droits de réserve et les incertitudes nécessaires, espérant faire appel à l'intelligence de leurs interlocuteurs. Tout semble laisser à penser qu'en dehors d'une partie des citoyens, l'intelligence n'est pas au rendez-vous. Ne pensez-vous pas que les propos devraient adopter une communication plus ferme? D'une certaine manière, est-ce qu'on ne devrait pas être plutôt dans l'injonction et l'urgence plutôt que voilà, dans les rapports dont on sait qu'ils sont importants et quand on les reçoit, mais qui souvent, malheureusement, ne sont pas forcément suivis des faits? C'est une vraie bonne question. Et je voudrais juste revenir en arrière sur la question qui était celle de la soutenabilité. En gros, la question pour moi, c'est celle de la santé planétaire, avec celle des écosystèmes et puis la stabilité du climat, et aussi la santé de nos sociétés, avec un accent qui est très important dans la réflexion sur la soutenabilité qui porte sur les inégalités. Et ça se traduit par une réflexion internationale qui a donné lieu à 17 objectifs d'un développement durable. Le premier, il porte sur la pauvreté, le deuxième sur la faim, mais il y a aussi bien sûr les écosystèmes, le climat. En fait, cette réflexion-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de voir comment une action dans une dimension donnée peut avoir des bénéfices ou des effets indésirables dans d'autres dimensions. C'est aussi une réflexion qui a été construite par rapport à la question de la gestion des risques des crises, parce que cet équilibre entre les aspects environnementaux, y compris climat, biodiversité et sociaux et économiques, elle est importante pour avoir des sociétés résilientes par rapport à différents types de chocs. Voilà, donc je précise juste en fait ce volet-là. Et donc par rapport aux travaux du GIEC, nous, on nous demande de faire le point sur l'état des connaissances, c'est le mandat. Et on le fait en co-construction avec les représentants de tous les pays. On écoute leurs questions au départ. Ensuite, on a des chercheurs du monde entier qui passent un temps dingue, en plus de leur travail normal, à passer en revue l'état des connaissances scientifiques, à l'exprimer de la manière la plus objective, rigoureuse possible. Et une fois que nos rapports sont finis, ils sont approuvés par tous les pays, ce qui permet d'avoir un socle scientifique commun, en fait, et séparer ça de tout ce qui peut être négociation internationale. Et quand on communique nos rapports, en tout cas pour ce 6e cycle, on essaie de les communiquer de manière très claire. Et si vous regardez, par exemple, les conférences de presse qu'on a faites, quand on a rendu nos rapports, parce qu'en fait, c'est ça qui compte. C'est ça que la plupart des gens vont voir. Ils ne vont pas aller lire nos textes en anglais, compliqués, avec l'incertitude et des termes techniques. Ils vont plutôt suivre comment ça va être traité dans les médias. En fait, on a plutôt construit des résumés pour citoyens, dans la manière de les présenter.
en mettant l'accent sur les éléments nouveaux, robustes, parfois les choses associées avec une incertitude importante, mais potentiellement très grave pour la société. Et puis en mettant aussi en regard de l'analyse de risque, l'analyse de toutes les options d'action. Mais notre mandat, c'est de ne pas prescrire ces options d'action, c'est de les mettre sur la table, justement, et en regardant à chaque fois leur potentiel, leurs limites, leurs bénéfices annexes ou leurs effets indésirables. Et je vais donner quelques exemples. Hein. Vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre des transports, vous réduisez aussi les émissions de polluants, c'est mieux pour la qualité de l'air. Puis si vous vous déplacez de manière active, à vélo, à pied, c'est mieux pour votre santé. Ou si vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, en fait, l'alimentation la mieux pour l'environnement, c'est celle qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi celle qui réduit la pression sur les terres, qui est bénéfique pour les écosystèmes, et c'est aussi l'alimentation la plus saine, en fait. Donc cette analyse-là, elle est intéressante parce qu'elle permet de dégager des choses qui, après, ont besoin d'être construites dans chaque contexte, propre à chaque contexte, à chaque pays. Et ça demande de mobiliser bien d'autres choses, pas simplement le monde académique, mais les connaissances des acteurs de terrain, en fait, qui sont fondamentales à intégrer pour mettre en œuvre ces solutions. Voilà, donc il y a ce rôle du GIEC, mais après il y a le rôle de l'ensemble de la société pour s'approprier ces éléments et construire des projets, finalement. Et ce sont deux choses différentes. On est tout à fait d'accord, et notamment on rebondit sur la question de la politique économique, hein, Anne-Charlotte, sur quelles approches économiques aussi par rapport à cette politique à mettre en place, quelles sont les options. J'ai beaucoup de questions, je les lis rapidement, beaucoup de gens qui parlent d'économie circulaire, qui parlent de décroissance, qui parlent d'économie alternative. Anne-Charlotte, comment on s'y retrouve? Quelles sont les approches économiques sur ces questions? Alors peut-être que pour aborder cette question, je continuerai un petit peu sur ce principe de durabilité ou soutenabilité forte que Jeanne a introduit et que Valérie a poursuivi un peu dans son propos. En fait, une des conditions qu'on a pour décrire cette soutenabilité forte, c'est celle, alors je vais utiliser un mot un peu compliqué, mais c'est celle d'une substituabilité limitée entre les différentes formes de capital. Pour faire très simple, ça veut simplement dire qu'on va éviter de substituer le capital naturel avec toutes les autres formes de capitaux, par exemple physiques ou autres. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Quand vous constatez que le niveau des mers augmente à côté d'une ville, par exemple, vous pourriez vous dire, bon, on va construire une digue pour pouvoir limiter cette montée du niveau des mers et protéger la ville. Donc ça, c'est-à-dire que vous vous reposez sur du capital physique construit par l'homme, il est vraiment manufacturé. Une autre façon de réfléchir, c'est de dire, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstituer tout un réseau de dunes, de zones humides tampons, qui vont petit à petit, en fait, retrouver un rôle de limitation de l'érosion côtière, et peu à peu, peut-être, protéger certains milieux du montée de la niveau des mers. Donc, en fait, ça veut dire que la politique publique et les décisions économiques ne vont pas se reposer sur des décisions court-termistes avec une efficacité directe, qui va pouvoir effectivement régler le problème peut-être à très court terme, mais vont vraiment s'inscrire dans le très long terme, dans des solutions qui vont être basées sur une durabilité forte et donc basées sur des solutions, si possible, basées sur des composantes naturelles et qui, elles, vont en fait, au bout d'un moment, s'autosuffire et s'auto-régénérer dans le temps. Et donc ça impose vraiment des décisions économiques et politiques tout à fait différentes que celles qui sont pour la plupart du temps proposées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une restauration écologique, par exemple, mais qui va nécessiter peut-être de nombreuses années avant d'atteindre un niveau d'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne pourra peut-être pas mesurer à l'année N+1 déjà le résultat de cette politique-là. Il va peut-être falloir attendre 4-5 ans ou plus. Donc ça nécessite vraiment de changer aussi nos modes d'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est vraiment un changement qui serait très important pour pouvoir avoir des politiques publiques et des outils économiques qui comprennent vraiment en fait cet aspect de biodiversité. Et donc ça se repose non seulement sur ce changement d'approche qui impose donc des experts écologues et différents corps de métier vraiment en fait pertinents et dédiés à ces sujets-là. Et donc ça devrait pouvoir favoriser en fait de nouvelles filières d'acteurs compétents et connaissant la biodiversité. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut aussi voir ça comme un développement économique, vraiment de quelque chose de nouveau, d'une filière un peu nouvelle qui aujourd'hui commence à se développer mais existe peu et un peu écrasée par d'autres secteurs économiques existants et qui aujourd'hui, on le sait, sont très polluants et devraient petit à petit justement diminuer et décroître. Une autre chose qui est importante pour que tout ça puisse fonctionner à mon sens, c'est qu'il y ait donc cette patience, j'en ai parlé, une patience pour voir les résultats écologiques arriver, et aussi une confiance, c'est-à-dire qu'on va s'autoriser de prendre un peu d'incertitude pendant quelques années pour voir si le résultat écologique va venir, est-ce que la trajectoire écologique va prendre
une direction qui nous semble satisfaisante et ajuster au fur et à mesure, adapter pour vraiment faire avec nature plutôt que s'imposer un objectif fixe et mesurable qu'on ne pourra peut-être pas se donner d'un point de vue écologique. Donc ça nécessite vraiment un changement de pensée, un changement de logiciel en fait, que vraiment on intègre l'écologie comme une nouvelle façon de penser dans nos modèles économiques et politiques. Du coup, je vais rapprocher votre approche d'une question et pour vous, Laurent, justement, et aussi Mathéo, réagir, parce que ces changements systémiques, évidemment, ça implique des changements de cadre aussi. Et il y a une question assez large, mais qui est intéressante, de Roberto. Je m'excuse, c'est un peu long, je vais la lire. Tenant compte du fait que la pandémie de Covid-19 a généré une crise économique mondiale, différente de toutes les crises vues précédemment, serait-il temps de changer les modèles économiques mondiaux et d'établir un modèle économique lié au développement durable et à la conservation de l'environnement? Serait-il possible de créer un accord mondial qui permette la libération des frontières économiques, de privilégier et d'établir un commerce plus durable sur le plan environnemental entre les pays membres et d'exclure les pays qui ne veulent pas être membres? Donc là, je trouve que cette question est intéressante parce qu'elle est dans le suivi. On comprend la complexité de mettre en place toutes ces approches différentes. Laurent, qu'est-ce que ça signifie, ces demandes, par exemple, un accord mondial? On sait très bien que ce n'est pas si simple à mettre en place, et notamment pour sécuriser les frontières. Oui, vous avez tout à fait raison. Non, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est une question très profonde, évidemment, et sans doute essentielle. La grande difficulté, c'est que le multilatéralisme de type onusien, si je puis dire, est très largement mis à mal par des politiques un peu recroquevillées, d'ailleurs à la tête desquelles on trouve parfois quelques gouvernants qui, sans être fous furieux, sont en tout cas considérés par une majorité de gens comme très dangereux. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de hiatus entre la nécessité d'entrer dans des logiques de coopération et multilatérales renforcées face à des enjeux comme ceux que l'on perçoit en ce moment, et la réalité des États. Vous savez, il y a une forme d'anthropologie étatique, si je peux dire. C'est-à-dire que les États pourraient sembler être un peu comme les individus dans l'état de nature avant la société politique. On n'a pas d'approche fédérative absolument intégrée, on n'a pas d'instance suffisamment contraignante, et le propre des États, c'est de jouer une sorte de logique survivaliste à certains égards. Et parfois, ça se traduit tout simplement par un repli et par plutôt un choc frontal d'État à État ou des accords bilatéraux, en tout cas une politique d'entreprise d'État, si je peux dire, plutôt qu'une logique de coopération qui, à mon avis, dans la logique de solidarité qu'on connaît en écologie, devrait présider à de très nombreuses réflexions, à de très nombreuses actions. J'ajoute, si je peux me permettre, juste un mot qui me semble très important, c'est que la notion de besoin, dont vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure à titre introductif, me semble-t-il, Fabrice, cette notion de besoin, elle est centrale parce qu'en réalité, au cœur du développement durable, Jeanne en a donné une définition tout à l'heure, Valérie y est revenue, mais on a bien dans le rapport Brundtland de 87 cette idée évidemment que la satisfaction des besoins d'aujourd'hui ne doit pas nuire à la possibilité que soient satisfaits les besoins de ceux d'après. Or, très sincèrement, dans des régimes juridiques libéraux, où la liberté d'entreprendre reste absolument centrale, où l'économie n'est pas considérée à l'aune de l'écologie alors que la racine étymologique est commune, il est extrêmement compliqué d'envisager un cadrage, tout simplement une planification ou même un dirigisme autour de la notion de besoin. Et c'est pas compatible avec le paramètre. Anne-Charlotte y a fait allusion aussi d'ailleurs, c'est une question de changement de logiciel. Je crois sincèrement qu'on en est assez loin. Dernier mot peut-être, avant de laisser sans doute la parole à Mathéo ou de vous rendre la parole, la question du temps court et du temps long, il y a été fait allusion, c'est d'une importance capitale. Le temps de l'électeur, le temps de l'homme, de la femme politique, c'est un temps court. C'est un temps fragmenté, c'est un temps de reproduction de mandats, si je puis dire. Il y a eu de très beaux travaux sur ces questions-là. Alors, les conditions permettant la réintégration d'un temps long sont des conditions qui, personnellement, m'échappent complètement, mais qui, à mon avis, ne relèvent pas que du politique, mais de la façon qu'on a, nous, de se représenter le rôle, la place des politiques. Vous voyez, ça se situe à des altitudes qui m'échappent amplement. Pour revenir sur Terre, Mathéo, du coup, comment on éduque la population, les politiques à ces changements-là? C'est-à-dire que ça ne va pas se faire en une demi-journée, on le sait. Le discours, on l'a depuis longtemps. On a l'impression que ça touche certains membres de la population. Mais comment on fait en sorte qu'on passe justement de ce niveau local au niveau national et à un niveau global? J'ai partagé mon écran. On va voir si ça marche. Ah. Est-ce que vous voyez le graphique? On voit votre... Oui, on les voit. Ok. Le politique, c'est un citoyen, le politique. Il faut qu'il soit conscientisé lui-même. Un politique qui veut toujours de la croissance, un citoyen qui veut toujours consommer plus, il est dans l'illusion. Ça, c'est la croissance du PIB mondial depuis les années 60 jusqu'à nos jours. La croissance du PIB mondial est passée de 6,7%
en 1964 à 3% aujourd'hui. C'est pour le PIB mondial. En France, on est bien inférieur à cette taux de croissance-là. La croissance n'est plus là, elle est de moins en moins là. Donc la rechercher, c'est demander, c'est croire au rêve, c'est croire à l'illusion. On est on est sur la fin de la croissance. Alors moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passera d'ici 30 ans, 100 ans, mais là, on est quand même sur la fin de la croissance. Et c'est pour ça que tous les économistes qui parlent des limites de la croissance, du ralentissement de la croissance, ce n'est pas seulement une idéologie, c'est aussi un constat de fait. La croissance n'est plus là, donc il vaut mieux s'habituer et s'adapter plutôt que de rechercher quelque chose d'impossible. Je vais passer un second graphe. Voilà, celui-ci. C'est sur l'axe vertical l'indice de satisfaction dans la vie. C'est un indice subjectif, hein, sur une échelle de 0 à 10. 10, on est très heureux, 0, on est très malheureux. Et sur l'axe horizontal, c'est le PIB par habitant. Et chaque petit losange bleu, c'est un pays dans le monde, entre 2005 et 2017. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait une régression statistique? C'est que passer 15 000 dollars par habitant et par an, 15 000 à 40 000, vous savez, la limite n'est pas très nette, hein, c'est une courbe. Au-delà, en tout cas, de 40 000, le degré de bonheur, le degré de satisfaction n'augmente plus. Donc celui ou celle qui croit que gagner plus le ou la rendra heureux, se leurre, passer un certain seuil. Donc évidemment, dans les pays très pauvres, l'argent fait le bonheur. Mais dans les pays très riches, c'est la stagnation totale. Le bonheur ne croît plus. Et si on ramène ça à des euros en prix de 2019 en salaire mensuel, en fait, ça fait un salaire mensuel entre 1 000 et 2 500 euros par mois. En tout cas, passé 2 500 euros par mois, le bonheur tend à stagner. Donc, celui ou celle qui pense qu'il faut de la croissance, qu'il faut consommer plus pour être heureux, il doit s'arrêter un instant, se reconfiner pendant 2 mois et se poser la question, quelle est vraiment la source de mon bonheur? Et je vais enfin donner un dernier graphique qui va être très parlant, j'espère. En tout cas, il l'est pour moi. La croissance génère quand même toute une série de soucis. Et on ne peut plus les nier. Il y a quand même eu les feux en Australie peu avant le Covid qui étaient absolument terribles, je trouve, à regarder sur YouTube. On a eu le Covid, et puis on a les changements climatiques. Moi, il y a quelques mois, j'ai vu dans le métro à Paris un journal gratuit sur un siège. Je vois en couverture des champs complètement inondés. Je me dis, ah, le Bangladesh, le Pakistan, et je vois que c'est le sud de la France. Voilà. Ça arrive chez nous. Les maladies liées au changement climatique vont arriver chez nous. Ça, c'est la courbe du PIB mondial. Donc, sur l'axe horizontal, l'échelle du temps, 1960 jusqu'à 2020, et le PIB mondial sur l'axe vertical. Si je superpose à cette courbe les maladies infectieuses, regardez ce qu'on obtient. Je n'ai pas encore fait les calculs statistiques, je n'ai pas eu le temps, mais d'autres l'ont déjà fait, c'est disponible dans la référence en bas. Vous tapez Serge Morand sur Google, vous trouverez. Il a publié un préprint là-dessus. C'est absolument incroyable comment on voit que ce que génère cette croissance économique en termes de maladies infectieuses. Donc si on veut des épidémies, des changements climatiques, des feux de forêt, et puis des problèmes aussi migratoires qui vont causer des problèmes sociaux et politiques terribles, continuons sur cette voie-là, mais il faut quand même se poser la question de quel avenir souhaitons-nous. Anne-Charlotte, du coup, est-ce que la croissance, est-ce qu'on doit laisser partir la croissance, j'allais dire au propre comme au figuré? J'ai à peu près 7, 8, 9, 10 questions sur la décroissance, justement. Donc, abordons le sujet. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ces sujets de recherche-là, mais la seule chose que je pourrais dire à ce sujet, c'est que le développement ne veut pas forcément dire croissance. Un développement soutenable n'est pas forcément une croissance économique à définir de façon soutenable ou non soutenable. On peut voir dans le développement aussi une réorganisation des actifs ou des choses dont on dispose déjà, une nouvelle organisation donc des politiques publiques, des modes de consommation, etc. Par exemple, tout à l'heure Mathéo a parlé de l'économie de la fonctionnalité, donc ça c'en est un bon exemple. C'est pas tant qu'on cherche à décroître, c'est juste qu'on se dit voilà, avec un nombre d'outils et de connaissances dont on dispose déjà, on va simplement partager et réutiliser ces objets-là plusieurs fois de façon à ne pas acheter à chaque fois un nouvel appareil. Donc là, on se retrouve dans des modèles qui sont déjà un peu plus intéressants. Il y a aussi une autre idée qui pourrait être apportée dans cette, si ce n'est décroissance, mais diminution de la croissance aussi. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais
je vais en dire quelques mots quand même, hein, c'est sur cette idée d'un capitalisme qui pourrait être un petit peu plus modéré, avec notamment un meilleur partage des recettes des différentes entreprises. On pourrait penser à un meilleur encadrement des salaires au sein d'une entreprise, avec moins de différence entre les chefs d'entreprise et les autres employés. Et ça pourrait peut-être déjà pouvoir un peu réduire cette appétence pour des profits qui sont absolument démesurés. Donc voilà, je ne m'avance pas plus parce que ce ne sont pas mes sujets de recherche, mais le point important à retenir pour moi, c'est que oui, développement ne veut pas forcément dire croissance, il y a vraiment d'autres façons de s'organiser avec l'existant. On a énormément de questions alors, qui sont sur le climat, Valérie, et sur plein de choses. Je m'excuse, hein, on ne peut pas toutes les traiter, mais une toute simple et qui va vous parler, c'est une question anonyme, mais est-ce que dans l'optique d'un réchauffement climatique, le déplacement vers les pôles d'une partie de la population animale et végétale ne leur permettrait pas de survivre et même de se développer harmonieusement? Je choisis celle-ci parce que tout simplement, on n'a pas encore parlé des déplacements potentiels de population, des réfugiés climatiques, qui sont des sujets aussi qui sont au cœur de ce qu'on traite aujourd'hui. Alors la question, elle portait sur les déplacements des populations animales et végétales. Oui. Et donc ça fait partie des indicateurs, bien sûr, d'un climat qui change. Dès que le climat change, il va affecter la vie sur Terre. Et dans les récents rapports du GIEC, en particulier celui sur le changement climatique et l'utilisation des terres, donc on a montré un déplacement des zones climatiques sur les continents vers des régions froides qui remontent en altitude, des effets déjà observés sur les écosystèmes terrestres. Et de même que dans l'océan, c'est peut-être moins perceptible, on a des effets de dégradation par rapport aux vagues de chaleur sur, par exemple, les récifs coralliens tropicaux, surtout par le fait d'événements de vagues de chaleur marins plus fréquents, plus intenses. Donc on a en fait une perte de la diversité biologique si ces écosystèmes n'ont pas le temps de récupérer entre deux événements successifs. Et puis on a également des déplacements des espèces de poissons qui se déplacent aussi bien à la surface de l'océan qu'en profondeur pour essayer de suivre leur zone climatique. Voilà, donc ça fait partie très clairement des indicateurs d'un climat qui change. Et dans les évaluations que l'on fait à l'interface finalement entre le GIEC et l'IPBES, on évalue également quels sont les risques associés aux services que nous rendent ces écosystèmes et quelles sont aussi les limites à leur capacité d'adaptation, avec des risques importants de pertes irréversibles d'écosystèmes terrestres, d'écosystèmes marins, et des risques également importants de chute de rendement sur un certain nombre d'espèces cultivées, avec des enjeux importants en matière de sécurité alimentaire. En termes de population humaine, Valérie, j'ai donc pas mal de questions également sur les réfugiés climatiques, sur ce terme et sur l'incidence. Est-ce que vraiment c'est un phénomène que l'on va voir apparaître? À quelle échelle? Et quelle sera l'incidence sur le fonctionnement de la planète? Ce qui, d'une certaine manière, vient rejoindre toutes les questions qu'on a posées auparavant sur les systèmes à mettre en place, les économies et comment ça va impacter directement la vie au quotidien. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste de ces questions qui sont complexes. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a de nombreuses dimensions dans l'analyse des effets d'un climat qui change sur les populations humaines et leurs habitats, leurs déplacements. Ça relève pas simplement de l'état du climat, ça relève aussi de la gouvernance, de la capacité de coopération. Par exemple, la capacité à gérer l'eau à travers différentes frontières, c'est important par rapport à la sécurité en eau et à ses conséquences. Le fait d'avoir, par exemple, des systèmes de mutualisation de risques, des systèmes d'assurance pour les agriculteurs les plus modestes, c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour permettre à certains qui dépendent en fait d'une agriculture de subsistance de tenir le coup par rapport à des événements extrêmes, ou au contraire, ça va les pousser à se déplacer. Et la dernière chose, et c'est un point qu'ont souligné beaucoup de mes collègues, en particulier en Afrique, c'est que les déplacements de population font partie d'une capacité d'adaptation. Il y a énormément de gens, en particulier en Afrique, qui se déplacent entre une activité agricole et puis quand elle est difficile, quand il y a des chutes de revenus, ils vont travailler en fait dans la périphérie des grandes métropoles et ils peuvent revenir. Et donc je pense qu'il y a des nuances à apporter sur l'analyse de ces aspects-là, dont je précise que je ne suis pas une spécialiste et qui sont évalués dans le cadre du rapport du GIEC en cours de préparation sur les impacts et des stratégies d'adaptation à un climat qui change.
Laurent, je vais me permettre de poser ma question parce que moi j'ai une question qui me turlupine un peu, c'est que on parle beaucoup notamment de l'implication citoyenne, Mathéo en parlait tout à l'heure, de ce qu'on peut faire au niveau mondial. On a un peu l'impression quand même que qu'en France, par exemple, pour donner l'exemple de notre pays, les politiques ne sont pas forcément là à suivre, en tout cas, et on se demande du coup quelle serait quelle volonté politique serait nécessaire pour que justement on change. J'ai souvent des échanges avec les gens autour de moi qui ont l'air de dire mais il y a des choses simples à faire, personne ne les fait. Comment on commence? Il se trouve qu'en France, en 2005, on a fait le choix d'intégrer dans notre corpus juridique une charte de l'environnement. Et cette charte de l'environnement, pleine de promesses, à certains égards, que beaucoup de nos concitoyens connaissent, on a entendu parler, comporte un article 7 sur la participation du public et son information. C'est quelque chose de très lourd et ça entre en résonance avec la Convention d'Aarhus, qui est une convention de 1998, qui elle-même est très importante pour ça. Alors la question, et Mathéo a sans doute peut-être, et d'autres parmi nous, des clés à ce sujet-là, des clés de compréhension et d'analyse. Mais moi, ce qui me frappe, en tout cas comme juriste, c'est que l'analyse de toute la jurisprudence et de tous les mécanismes institutionnels mis en place autour de l'information et de la participation du public révèle presque toujours des biais. Des biais qui font que, d'une façon ou d'une autre, il y a des courts-circuits entre la parole dans ce qu'on appelle la logique du bottom-up. Il y a presque toujours des courts-circuits entre la parole qui monte et qui est souvent d'ailleurs canalisée par des associations de protection de l'environnement, qui jouent un rôle néanmoins majeur, évidemment, et ce que les politiques publiques se chargent d'en faire, de cette parole-là, de ces demandes citoyennes, d'un certain point de vue. On l'a vu, vous savez, je ne vous l'apprends pas, Fabrice, évidemment, l'action menée il y a quelques temps et qui reste, d'ailleurs, en suspens devant les juges, à propos de l'inaction climatique de la France. Et cette action-là, d'ailleurs, en justice, elle correspond à une petite partie des 1450 actions menées en ce moment dans le monde devant les États. Et vous voyez, comme par hasard, l'action se développe devant les États parce qu'il n'existe pas de juridiction internationale dédiée et aussi parce que la place des citoyens dans la sphère internationale et régionale, supranationale, est pour l'instant très insuffisante. Je n'ai pas tellement de clés personnellement à vous proposer ici, mais je trouve en tout cas, je constate qu'il y a des biais, je le vois dans la jurisprudence de façon assez technique, il y a toujours des biais dans la façon dont on informe pas complètement les citoyens. Et l'information d'ailleurs sans sensibilisation, sans éducation à l'environnement, c'est la théorie du récepteur, si vous voulez. Et elle est d'un certain point de vue biaisée ou incomplète. Même chose pour la participation. L'administration donne d'une main et reprend de l'autre en général, fait semblant de faire participer alors que les premiers étages de moellons d'une construction qui n'a pas été vraiment décidée de manière collaborative sont secs. Ou déjà installés. Donc ça, ce sont de vrais enjeux, me semble-t-il. Du coup, Mathéo, vous avez été dénoncé par votre camarade, mais du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu de ces mouvements citoyens et peut-être après de la difficulté justement entre les mouvements citoyens qu'on voit se développer un peu partout au niveau local notamment, où des gens tout d'un coup prennent un enjeu local entre leurs mains et décident de faire quelque chose, et comment on fait ou pas le lien avec l'échelon supérieur et l'échelon politique? Alors j'ai tenté, mais ce n'est pas ma spécialité. Moi, ce que j'ai remarqué, donc je donne cours à des étudiants de master et de licence. Une fois par an, lors de la fête de la science, je donne cours à des collégiens et des lycéens. Et j'ai remarqué depuis 3 ans un changement de conscience. J'en ai parlé avec mes collègues, j'en ai parlé avec les enseignants de lycée et de collège, et ils le remarquent aussi, en tout cas en région parisienne. Je ne peux pas dire plus parce que je ne vois pas les autres élèves et étudiants. J'ai vu qu'il y a eu un switch mental, mais hallucinant, je n'aurais jamais cru que c'était possible, parce qu'il y a 3-4 ans, j'étais un peu désespéré quand je parlais avec des amis qui travaillent dans l'enseignement secondaire. On se disait, mais les jeunes aujourd'hui, à part Instagram, les réseaux sociaux et la consommation, on se demande où est leur degré de conscience. Et là, c'était un basculement inespéré. Et moi, je pense que c'est 2 facteurs conjugués, c'est le GIEC et Greta Thunberg. C'est une hypothèse, je ne peux pas la vérifier, je ne l'ai pas vérifiée. Mais c'est comme si le GIEC avait donné à Greta Thunberg le fuel, en français, l'essence. L'essence, oui. Le carburant. Le carburant, merci beaucoup. Le carburant vert pour lui donner les arguments, et elle a fait le reste avec ses personnalités. Alors, elle est critiquée sur les réseaux sociaux. Moi, je m'en fiche, je trouve que c'est un personnage formidable, en tout cas dans les résultats qu'elle obtient auprès de la jeunesse. Elle a mobilisé une jeunesse à l'échelle mondiale. Et là, je crois, alors je vais prononcer un mot qui n'est pas du tout de ma compétence, elle a réussi une sorte de performativité, en quelque sorte. Elle a transformé un discours scientifique qui semblait ne pas porter ses fruits en termes de résultats, elle a transformé
pour qu'ils changent les consciences. Et ça, c'est fabuleux. Et je pense que c'est ça qu'il faut multiplier. Alors malheureusement, comment est-ce qu'on génère ça? J'en ai pas la moindre idée, c'est une heureuse coïncidence peut-être. Il faudrait qu'il y ait plusieurs Greta Thunberg, hommes, femmes, pour avoir la parité. Et au niveau des politiques, alors, quand on parle à des parlementaires, à des sénateurs, et même alors, quand on entend des ministres dans les reportages, on voit bien que tout le monde est conscient, il n'y a pas que le monde associatif ou des chercheurs, tout le monde est conscient qu'il y a un gros problème de lobbying. Ce n'est même plus une parole militante que de le dire, c'est un fait désastreux en Amérique, en Europe, dans tous les parlements, à tous les niveaux que ce soit. Les lobbyistes du monde industriel et financier rédigent les lois avant même qu'elles soient votées. Il y a un problème de démocratie, là. Il faut aller à Bruxelles et voir les bureaux de lobbying, c'est terrifiant. Et je vais repartager mon écran. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur la question des lobbies, j'avoue que je ne pensais pas que j'arriverais à quoi que ce soit de très intéressant au niveau scientifique. Je pensais que c'était plutôt une parole militante, associative. Alors là, c'est un graphique que j'ai construit récemment, donc il faudrait peut-être le bétonner un peu au niveau statistique. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit l'influence des politiques les politiques de contrôle, les politiques de lutte contre la corruption, lobby inclus. Hein. Donc la corruption légale, en quelque sorte, également incluse. Et à tous les niveaux, c'est la définition de la Banque mondiale, hein, du plus petit niveau jusqu'au plus haut niveau de l'État. Quand on lutte contre la corruption, sur l'axe horizontal, on va vers la droite, donc des chiffres moins négatifs. On tend vers 0. Et quand on ne lutte pas contre la corruption, on va vers la gauche, dans les chiffres très négatifs. À l'échelle mondiale, les luttes anticorruption sont en chute libre. On lutte de moins en moins contre la corruption. Résultat, l'écologie va de pire en pire. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? L'axe vertical, c'est l'empreinte écologique mondiale. Eh bien, moins on contrôle la corruption, plus on va vers la gauche, plus l'empreinte écologique mondiale augmente. Quand l'empreinte écologique mondiale augmente, c'est-à-dire que les activités humaines colonisent l'espace écosystémique, dont les forêts tropicales, dont les hotspots de biodiversité, ce qui engendre des maladies infectieuses telles le Covid-19. Et donc, moi je pense qu'au niveau des politiques, ce qu'ils doivent faire, c'est mettre le plus rapidement possible en place des mesures, des outils de lutte contre la corruption. On y arrivait dans les années 80, également dans les années 90. Pourquoi en 2020 on n'y arrive plus? Alors ça, c'est peut-être une question pour des politologues, je ne saurais pas vraiment y répondre, mais j'ai tendance à penser que si on pouvait le faire dans le passé, on devrait réessayer de le faire dans le présent. Et quand on en parle à des députés, moi, ce que j'aimerais leur dire, et ce que je leur ai déjà dit d'ailleurs, c'est que si le gouvernement n'est pas capable, a trop de contraintes, pour des raisons X ou Y, ne peut pas faire ce travail-là, que les parlementaires du monde entier se rencontrent dans des commissions de discussion pour réfléchir ensemble comment lutter contre la corruption. Parce que ce n'est pas que la France qui doit le faire, et ce n'est pas que l'Europe, hein, c'est plusieurs pays ensemble. La corruption, c'est au niveau international. Et deuxième chose et dernière chose pour ce moment-ci, l'éducation. Ça, c'est à l'échelle locale, c'est difficile, surtout dans un pays centralisé comme la France. Hein. Il faut favoriser l'éducation. Évidemment, en France, on est un pays très éduqué par rapport à des pays pauvres, mais on peut toujours faire mieux. Les statistiques le montrent. Et là, j'ai repris des statistiques de la Banque mondiale et du Ecological Footprint Network. Quand on éduque une population, plus une population va à l'école, moins l'empreinte écologique est grande. C'est le facteur négatif dans l'équation qu'on voit sur le graphique, moins 1,7. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation négative. Pour augmenter l'empreinte écologique, si on veut détruire l'écosystème, il faut réduire l'éducation. Et inversement, si on veut améliorer l'écosystème, donc réduire l'empreinte écologique, il faut augmenter l'éducation. Le simple fait d'aller à l'école améliore l'environnement. Après, il y a le contenu des cours, évidemment. Il faut que les étudiants et les élèves du collège et du lycée et de l'école primaire, et pourquoi pas de la maternelle, soient en contact avec l'écosystème. Et les études à Berlin qui ont été faites au Japon et dans d'autres pays qui le montrent, il y a une littérature depuis 10 ans qui a germé sur la question. Quand vous donnez des cours liés à l'environnement à des étudiants, leur comportement écologique s'améliore. Mais si en plus, vous complétez ces cours par des pratiques et vous créez un contact entre les élèves et l'écosystème par une visite de terrain ou un séjour d'une semaine sur le terrain, les classes vertes, le comportement écologique augmente beaucoup plus que simplement par des cours théoriques. Et là, je pense que les politiques ont beaucoup à faire, recréer cette connexion entre les êtres humains et l'écosystème, et le faire dès le plus jeune âge. Et dans les grandes villes, comme là je pense à Paris, parce que je suis à Paris, mais n'importe quelle grande ville, quand des jeunes vivent dans le béton depuis leur naissance, il est très difficile de leur faire comprendre ce qu'est un comportement écologique.
il faut recréer du lien avec l'écosystème. Et ça paraît un peu naïf de le dire, mais en fait, ça aura beaucoup plus d'effet que de parler d'investissement, de refinancement, de plan de relance. L'éducation a un effet absolument incroyable. Et je pense que techniquement, c'est facile à mettre en œuvre, mais manifestement, politiquement, ça a l'air difficile. Je crois que Laurent voulait réagir, et après j'ai une question sur Valérie, justement sur le GIEC, et il y a beaucoup de questions sur le rapport avec le comité scientifique, donc on va par ça. Mais Laurent voulait réagir, je crois. Oui, très brièvement. Moi, je pense que Mathéo dispose de données que je n'ai pas pour ma part, et je suis un tout petit peu sceptique, néanmoins, sur non pas la corrélation, mais certains éléments de la corrélation faite entre le niveau d'éducation de scolarisation et alors peut-être pas l'empreinte, mais la conscience des écosystèmes peut-être, mais sur l'empreinte, moi j'ai toujours été très troublé par le modèle développementiste de type Stockholm, qui est un modèle qui associe pays pauvres, qui dit en gros justement, qui à certains égards disait que c'était la pauvreté qui était facteur de... et moi, il me semble, je me pose la question, je crois qu'il y a de très nombreux pays très développés dans lesquels il y a une éducation objectivement, institutionnellement extrêmement élaborée. Et pour autant, si on intègre toutes les externalités négatives produites par l'ensemble de ces populations-là, c'est désastreux. Donc, c'est plutôt, à mon avis, peut-être en lien avec ce que disait Mathéo, la nature du contenu même de l'éducation et les modalités de l'éducation. Mais il me semble que du point de vue du système éducatif, je suis personnellement, mais c'est purement intuitif, hein, je ne suis pas tout à fait certain de cette corrélation. Mais Mathéo dispose d'outils que j'ai pas pour moi en tête, en tout cas. Alors, justement, je vais faire réagir Valérie, parce que alors on a énormément de questions sur, du coup, quel est le rôle des scientifiques? Et j'allais dire, ça rebondit avec ce qu'on a vu durant le Covid, où tout d'un coup, on a vu la parole scientifique s'inviter parallèlement ou en même temps que la parole politique. Et il y a beaucoup de questions qui tournent autour de, est-ce que du coup, les scientifiques ne pourraient-ils pas prendre plus de responsabilités? Ne pourraient-ils pas s'allier à la société civile pour faire quelque chose, pour faire évoluer les mentalités? Donc, là, on est bien placé. Je vous la pose à tous, hein, et peut-être vous pouvez tous y répondre. Le rôle du scientifique, on l'a vu, et la recherche est apparue centrale par rapport à la pandémie. Comment on peut profiter de ce moment-là pour faire en sorte que le scientifique devienne une figure obligée de la réflexion sur le monde d'après? Et je vous la pose à Valérie, évidemment, et à tout le monde ensuite. Alors d'abord, moi, je veux m'exprimer sur la notion de figure. Vous avez parlé de Greta Thunberg, vous avez parlé de figure de scientifique. La réalité, finalement, c'est que aussi bien sur l'engagement pour le climat, il y a une diversité de personnes qui sont acteurs, qui sont engagés, qui expérimentent, qui apportent des solutions, qui apprennent les uns des autres. Et je suis toujours très réservée quand on choisit de montrer une seule de ces personnes. Et je trouve d'ailleurs que sur les mouvements de jeunesse, ceux qui sont impliqués dans le manifeste étudiant ou d'autres, on peine à les rendre plus visibles dans le contexte français. De la même manière, sur la figure des scientifiques, en réalité, on a des communautés scientifiques, on a tout un travail de production de connaissances, et puis derrière ça, il y a le regard critique des uns, des autres, sur chaque nouvelle étude, qui est essentielle dans la démarche scientifique, et on a vu à quel point c'était délicat dans une situation de crise, où chaque préprint ou chaque opinion d'un scientifique était traitée même au même niveau que des études solides qui passent par le filtre de la relecture, et que même les journaux les plus prestigieux avaient été défaillants sur le processus de relecture. Donc pour moi, en fait, ce que ça m'inspire, c'est le besoin d'avoir cet examen critique, cette coopération des scientifiques pour passer en revue les éléments disponibles et fournir de la manière la plus rigoureuse possible un état des connaissances et de ses limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui est solidement établi, ce qui est émergent, pourquoi est-ce qu'on a des controverses à la société. On essaie de le faire quand on enseigne, hein, ça fait aussi partie de nos métiers, bien sûr, directement. Je vois aussi qu'il y a cette difficulté sur le rôle des experts. Il y a parfois eu récemment une instrumentalisation des connaissances scientifiques, où parfois les gouvernements se sont cachés derrière les experts pour ne pas assumer des décisions qui sont des choix politiques ou qui sont contraintes par le fait de ne pas être prêt pour gérer une crise de ce type-là. Donc pour moi, ça pose énormément de questions sur la relation entre la science et la société. Les choses que moi je trouve très positives, ce sont toutes les approches qui permettent de mettre ensemble le monde académique, les acteurs de terrain qui sont porteurs de connaissances, bien sûr précieuses, irremplaçables, et puis les décideurs politiques ou d'entreprise, pour justement construire des ponts entre des mondes qui n'ont pas toujours des espaces d'échange. Et je suis également très attachée à l'exploration de nouveaux éléments de vie démocratique, et tout particulièrement les assemblées citoyennes,
l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, où on fait confiance à l'intelligence des citoyens, ils acceptent de passer un temps fou à s'approprier des éléments, ils délibèrent avec toute leur diversité de points de vue, de lieux de vie, de types de revenus, de centres d'intérêt. Et je pense qu'on a besoin de renforcer sur des questions fondamentales de choix de société, de choix d'options de réponse, que ce soit pour les écosystèmes, mais aussi l'adaptation à un climat qui change. On en a parlé tout à l'heure avec la montée du niveau des mers. Il y a des choix très différents qui sont possibles, ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment des questions profondes de choix de société et on a besoin de renforcer ces approches de vie démocratique. Et enfin, on a besoin de renforcer les compétences, un socle commun de compétences. En anglais, on l'appelle climate literacy. Alors, c'est pas facile à traduire en français, mais un socle commun de compétences, en fait. On a vraiment besoin de renforcer ça sur climat, sur biodiversité, sur océan, sur qualité de l'air aussi. Et il y a un vrai déficit, c'est-à-dire qu'autant on voit arriver des jeunes qui se sont appropriés ces éléments-là, qui ont eu la chance d'avoir des enseignants qui ont passé du temps pour leur apprendre, à l'école primaire, au collège, au lycée ou après. Mais autant on a un vide, parfois sidéral, de compétences des gens adultes qui sont à des postes de responsabilité. Et pour moi, là, il y a vraiment un enjeu majeur à faire avancer parce qu'on manque de méthodologie pour la prise de décision, pour les études d'impact, pour les lois, pour les projets de loi, qui intègrent les objectifs du développement durable, qui intègrent la question du climat ou de la biodiversité. Et si ces personnes qui aujourd'hui sont en situation de prise de décision ne sont pas formées, comment est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Du coup, Anne-Charlotte, justement, et Laurent après, sur ce rapport scientifique-politique et comment on fait en sorte de peser sur ces politiques publiques. Et on sait que la politique publique est au centre un peu de ces débats-là. Oui. Alors du coup, c'est vrai que ça pose la question du lien un peu entre la recherche et la décision et la politique publique. En fait, moi, je vois un lien que j'essaye de faire, que je m'efforce de faire le plus au quotidien, c'est de faire ce transfert, en fait, vulgarisation ou au moins ce transfert entre nos recherches et les acteurs qui vont prendre des décisions et aussi les citoyens. C'est-à-dire faire l'effort de travailler avec des acteurs de la vulgarisation et du transfert, comme par exemple le média The Conversation ou d'autres qui s'efforcent vraiment de faire le lien entre des recherches très compliquées avec beaucoup de graphiques, du jargon. Il faudrait vraiment être spécialiste de la discipline pour pouvoir comprendre le papier. Et quelque chose de plus traduit et qui tend la main en fait vers les acteurs qui vont décider ou devoir comprendre les décisions. Donc pour moi, on a vraiment un rôle en tant que scientifique déjà de faire ce lien ou de tendre la main vers les personnes qui vont nous aider à faire ce lien. Et Mathéo parlait tout à l'heure de Fête de la Nature, donner des cours auprès de jeunes publics. Tout ça, ce sont des actions que les scientifiques devraient pouvoir faire sur une partie de leur plan de travail pour pouvoir mieux faire ce lien. Et plus particulièrement en tant qu'économiste, moi ce que j'ai toujours appris, c'est que mon rôle c'était de pouvoir apporter des éléments d'aide à la décision. Je ne pouvais pas moi dire quelle serait la bonne décision à prendre, ce n'est pas mon métier ni mon rôle. J'ai vraiment apporté effectivement les éléments factuels qui vont décrire la situation, éventuellement faire des retours d'expérience d'autres pays pour essayer de voir comment d'autres expériences peuvent nous apprendre des erreurs ou des bonnes idées à récupérer et adapter à notre contexte institutionnel. Donc voilà, c'est vraiment faire ce travail de production d'informations factuelles avec les différentes options possibles, mais la décision ne reposera pas directement sur nous. Après, je pense que aussi en tant que scientifique, on est souvent sollicité par les acteurs publics. Par exemple, les enquêtes sénatoriales font souvent appel à des collèges de scientifiques pour donner leur avis ou au moins leur connaissance sur certains sujets. Certains ministères mettent en place des groupes de travail, des comités de pilotage sur des études où ils ont besoin de quelques scientifiques pour les épauler. Et donc pareil, pour moi, en tant que scientifique, une petite partie de notre temps doit être dédiée à répondre à ces sollicitations pour être là et au moins faire entendre ce qu'on sait et ce qu'on a appris. Laurent, là-dessus, et puis j'aimerais peut-être avoir Jeanne aussi sur le rôle des scientifiques, parce que là, clairement, et par rapport à votre université, il y a un moment qui est important. Donc Laurent, et puis peut-être Jeanne sur les scientifiques et le politique. Oui, très brièvement. Alors, évidemment, la question des rapports entre science et droit, science et politique, c'est une question abyssale. Mais il y a, je crois, deux choses peut-être qu'on peut dire très brièvement. D'abord, c'est le fait que, comme ça a été très bien dit par Valérie et Anne-Charlotte, des éléments d'aide à la décision, la question des études d'impact, c'est une chose, mais la prise de décision, c'est évidemment une forme de dramaturgie politique, si je puis dire. La prise de décision, c'est autre chose que l'expertise qui est toujours à angle aigu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le politique, lui, ne peut évidemment jamais être remplacé par le scientifique. Donc, il y a un circuit décisionnel, un processus de décision qui fait que l'aide à la décision est majeure. Mais je vous donne deux exemples. Fallait-il faire le premier tour des municipales le 15 mars? Fallait-il déconfiner le 11 mai? Cette question-là est une question
que le politique traite finalement, et ça se traduit d'ailleurs par des décisions juridiques, on fait ou on ne fait pas, mais à certains égards, on voit très bien que la place du politique n'est absolument pas interchangeable. Chacun est dans sa position, si je puis dire ici. Et ce processus décisionnel, en revanche, là où je crois que la chose est fondamentale à dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des contrôles citoyens, une forme de production continue, d'une séparation des pouvoirs, d'une prévention des conflits d'intérêts, non pas de façon instantanée. Et c'est là peut-être que les citoyens, c'est là sans doute que les communautés citoyennes, on évoquait la Convention pour le climat, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il faut repenser la démocratie pour que les systèmes de contrôle par le bas, et d'un certain point de vue pas forcément institutionnel et classique, soit développé. Ça me paraît absolument fondamental ici. Du coup, Jeanne, voilà, c'est un problème qui est apparu de façon très évidente durant le Covid. On avait la parole scientifique qui avait un vrai poids. Après, on a eu des critiques. Après, on a eu, comme l'a dit Valérie, des critiques d'instrumentalisation. Comment on fait en sorte que le scientifique ait tout son rôle dans ces décisions de société importantes et assume ses responsabilités sans pour autant être utilisé, je le dis entre guillemets, potentiellement par les politiques et ce qui entoure? Votre micro. Excusez-moi. Je pense que pour ça, il faut qu'il y ait une culture du politique envers les scientifiques. C'est-à-dire, là, on a vu que les scientifiques ont été mobilisés à un moment de crise. Je pense que cette relation et ces conseils de scientifiques doivent perdurer. Alors, il existe un conseil qui existe, mais qui est malheureusement pas suffisamment pris en compte par le politique. Alors maintenant, le politique a son rôle, les scientifiques ont leur rôle, mais je pense que ces contacts avec les scientifiques doivent être beaucoup plus naturels pour les politiques et pas seulement quand on a une crise qui intervient, où là, on l'a vu, et c'est ce qui a été dit par Valérie, la science, elle nécessite un long processus de validation par les pairs. Et là, évidemment, ce temps était tellement réduit que parfois, il y a des articles et des préprints qui n'étaient pas encore vus par les pairs, qui ont été mis en place publique. Donc, on a eu là ce décalage entre l'urgence d'une décision et les scientifiques qui ont besoin de ce temps long pour produire des avis qui sont importants. Alors maintenant, je voudrais juste revenir par rapport à ce qui a été dit sur le lien entre les scientifiques et aussi les populations, la société civile et là, je vais prendre ma casquette de vice-présidente de développement soutenable. Ce qu'on essaye déjà à l'échelle de Paris-Saclay, c'est de mettre en place et de questionner, d'interroger les personnels, mais aussi les étudiants via une plateforme collaborative qu'on va mettre en place pour permettre justement d'interroger la communauté universitaire, personnel et étudiant, mais aussi de recueillir leurs propositions. Je pense que c'est important. Et une université, ce n'est pas un vase clos, ça doit être le lieu de ces échanges, mais ce n'est pas un vase clos dans le sens où il faut aussi que l'université s'ouvre vers l'extérieur, donc aussi la possibilité d'assembler qui vont s'ouvrir sur les collectivités locales, mais aussi les représentants de l'État. Voilà. À notre échelle, c'est déjà des choses qui peuvent se mettre en place, mais là, on parlait de l'État, et à l'échelle d'un État, c'est évidemment nécessaire, ces conférences citoyennes, c'est évidemment nécessaire que les politiques ne s'emparent pas de la question scientifique en moment de crise, mais de manière permanente. Très bien. Matteo, vous êtes le seul à ne pas être intervenu sur cette question scientifique et politique. Du coup, je vous laisse la parole. Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, mais en effet, c'est aussi notre travail de sortir de notre vase clos, comme disait Jeanne, et d'aller vers la société, donc aller vers tous les membres de la société si possible, que ce soit les politiques ou les citoyens, le milieu associatif, et pourquoi pas le monde des entreprises, qui est toujours un peu délicat, parce que là, il y a un réel risque d'être utilisé. Par contre, j'en ai fait des frais déjà. Oui, mais déjà ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une thématique extrêmement nouvelle. Moi, je ne vous cache pas que je me suis
donné comme mission de me l'approprier pour pouvoir en parler sur base des outils de l'économie écologique que je maîtrise, et prendre le risque d'exposer, puisque c'est tellement nouveau qu'on prend un risque. Évidemment, c'est plus confortable de parler de ce qu'on a toujours parlé. Et de rester dans mes modèles. Moi, je serais tellement confortable de rester dans mes petits modèles macroéconomiques, ou gros, hein, et de ne pas devoir me confronter à une thématique sociétale. Donc moi, par exemple, je fais cet effort-là pour cette raison-là, pour que la science puisse apporter un éclairage, si possible éclairant, éclairé, et aborder toutes les hypothèses possibles face à cette crise sanitaire, des plus folles aux plus raisonnables, les analyser une à une et voir qu'est-ce qu'on fait avec la compréhension de la chose. Et donc, ça veut dire travailler en tant qu'économiste avec des biologistes, avec des médecins, avec des juristes, avec des politologues. C'est extrêmement important. C'est une thématique tellement vaste qu'il est impossible de se l'approprier tout seul, avec des climatologues, évidemment. Et là aussi, on prend un risque. On pratique l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité, quand on interagit avec la société civile. On prend un risque parce qu'on sort de son champ disciplinaire. Et là, on part dans le moins précis, le plus incertain. Et ça nous rend vulnérables. On peut être soumis à la critique. Et il faut accepter tout ça. Peut-être un dernier point. Ce qui est parfois difficile pour un chercheur, et surtout un enseignant-chercheur qui a une charge de cours, une charge administrative et une charge de recherche, c'est d'en plus rajouter la couche société civile, politique, associative. On n'a pas le temps. Et si on le prend, c'est vraiment un sacrifice relativement lourd. Et si on ne veut pas prendre de sacrifice, c'est que ça veut dire qu'on doit négliger quelque chose. Alors moi, je ne vous cache pas que je néglige l'administratif. Mes collègues responsables administratifs, ils ne sont pas là, mais s'ils m'écoutent un jour, ils pourront vous le dire. Ils pourront vous le dire. À un certain moment, je dois négliger les étudiants. À un certain moment, je dois négliger la recherche de fond. Je dois négliger parfois ma recherche scientifique et perdre dans cette course à la compétition, au productivisme scientifique qui pèse. La croissance du PIB, elle marche dans tous les secteurs, que ce soit dans les hôpitaux, dans le journalisme, dans les universités. On est dans un productivisme absolument obsessionnel. On est poussé à la production scientifique. Et moi, j'ai un côté productiviste, mais il y a un moment, il faut quand même s'arrêter et se dire quelle qualité souhaitons-nous, quel contenu. Et il faut parfois pouvoir réduire le productivisme pour aller vers la société, donner des conférences dans les collèges, dans les lycées, et prendre du temps sur toutes ces autres tâches qui nous accaparent et qui nous attendent au tournant. Nous nous rapprochons un peu de la fin de ce webinaire. J'ai néanmoins, Valérie, je vais vous présenter deux questions parce qu'il y en a énormément sur le même sujet. Alors, il y a une question qui revient sans arrêt sur l'objectif des 1,5 degrés en 2100. Donc, est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est réaliste? Et l'autre, c'est sur la Convention citoyenne sur le climat, l'importance justement de ce genre de mobilisation. Oui, merci. Moi, je voulais juste dire une chose en plus sur ce qui était abordé tout à l'heure, c'est l'importance de la transparence sur les éléments scientifiques en appui à la prise de décision. Et la deuxième chose, j'ai été très impressionnée par l'expression publique d'Angela Merkel, qui était au départ formée en physique quantique, sur sa capacité à expliquer justement la prise de décision devant l'incertitude et à assumer ses responsabilités, et peut-être encourager ceux qui nous écoutent, les étudiants, à faire d'abord une formation par la recherche, et puis ensuite, peut-être à rentrer dans les écoles d'administration pour diversifier justement les compétences qui sont présentes dans l'administration publique et renforcer la diversité des compétences nécessaires pour la prise de décision devant toutes les incertitudes qu'on a mentionnées. Donc, sur la question que vous posiez sur 1,5 degré, donc l'accord de Paris sur le climat, il a comme objectif de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés et l'aspiration à le contenir autour de 1,5 degré. Les promesses mises sur la table en 2015 par les pays, elles ne sont pas compatibles avec cet objectif. Si ces promesses se réalisent, elles impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continueront à augmenter jusqu'en 2030, alors que pour contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, il faudrait qu'elles diminuent d'un quart. Et pour contenir le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait qu'elle diminue d'un facteur 2 entre maintenant et 2030. Voilà, donc c'est ça le contexte qui est là. Hein. C'est cette difficulté pour l'ensemble des gouvernements à aussi traduire de manière concrète leurs engagements et les trajectoires qui seront mises en œuvre par rapport à l'objectif qu'ils se sont eux-mêmes fixés. La question de la faisabilité, on ne peut pas l'aborder, parce que très profondément, c'est une question de choix et pas de choix individuel.
de choix structurants au niveau nationaux, au niveau internationaux, et en particulier des pays les plus émetteurs. Voilà. Donc je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut nuancer. Ce que je veux également mentionner, c'est qu'il y a plein de trajectoires possibles qui permettent d'agir par rapport au changement climatique. Il y a des points communs. Sortir du charbon, favoriser tout ce qui est efficacité énergétique, favoriser tout ce qui est économie circulaire. Mais si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas, il y a un point clé, c'est maîtriser la demande. Donc une forme de sobriété pour la demande en énergie, pour la demande en matériaux non renouvelables, et pour en gros la demande, je caricature un peu, en protéines animales ou en huile végétale, c'est-à-dire les types d'alimentation qui exercent la pression la plus grande sur la destruction des écosystèmes terrestres. Voilà, donc la faisabilité, elle est liée au choix qu'on va faire ou pas, et elle va être fortement contrainte, même pour 2 degrés, par rapport aux plans de relance qui vont être faits maintenant. Donc il y a les gouvernements qui vont mettre sur la table là des solutions à court terme pour essayer de limiter la casse sociale et économique par rapport aux effets de la crise actuelle. On n'en voit que le début. Mais il y a des questions vraiment majeures en fait, sur la pauvreté, sur la faim, sur l'emploi des jeunes, sur la sauvegarde d'éléments un peu structurants, industriels, pour la souveraineté économique de certains pays comme le nôtre. Et donc ils vont mettre sur la table d'abord de la gestion de crise, c'est ce qu'on voit, et après des gros plans de relance. Celui qui avait été fait en 2008-2009, il a marqué vraiment un retour en arrière par rapport à l'ambition d'agir pour le climat. Il a bloqué en fait en favorisant les secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, des émissions importantes. Et on voit encore maintenant les conséquences de ce qui a été fait en 2008-2009 sur l'employabilité des jeunes. Donc la question aujourd'hui, c'est quels sont les critères mis en œuvre pour choisir des effets de relance structurels qui auront un effet peut-être sur une génération entière, de sorte à ce que ce soit au bénéfice de la soutenabilité. Et ça pose la question, encore une fois, des méthodes que les politiques vont utiliser pour évaluer ce qu'ils envisagent de faire. Il y a des économistes britanniques d'Oxford qui ont publié un article récent qui montre les points qui ont été abordés tout à l'heure. Investir dans la recherche et l'innovation, investir dans l'éducation, investir dans tout ce qui est rénovation énergétique, investir dans les solutions basées sur la nature, tout ça, c'est ce qui maximise les bénéfices. Et ce qui les réduit le plus, c'est soutenir les compagnies aériennes. C'est un travail d'économistes dont Stiglitz, Stern et quelques autres. Mais qu'est-ce qui va être utilisé par les gouvernements ? Quels sont les mécanismes de discussion, de débat démocratique sur ces aspects-là? C'est vraiment des questions de fond. Écoutez, nous allons terminer, je pense, sur ces questions de fond. Je voulais remercier déjà le public parce qu'il a été nombreux. Je pense qu'il a été surtout intéressé par une discussion qui a été fructueuse. Je voulais remercier évidemment nos invités, remercier l'Université Paris-Saclay, remercier l'AUF, et puis vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire que nous vous alerterons autour de cette série et de ce cycle qui s'intitule donc Covid-19, quel développement soutenable pour demain. Merci à tous et à la prochaine fois. Merci encore. Au revoir.